Mayotte a été balayée par des vents à plus de 220 km/h. Quand j'entends ce chiffre, je me dis mais ça doit être cataclysmique ce qui se passe là-bas. Un cyclone tropical d'une rare violence. J'ai vu des images arriver sur mon iPhone qui étaient absolument hallucinantes. Maisons éventrées, bateaux écrasés. On voyait un paysage de désolation. Les gendarmes découvrent un océan de tôles et de débris. Un phénomène jamais observé à Mayotte depuis près d'un siècle. Le réseau est haché menu, il n'y a plus de branchement, il n'y a plus rien. Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido s'abat sur l'île de Mayotte. Les vents sont extrêmement violents, certaines rafales sont enregistrées à 250 km/h. Mayotte est inondée, les dégâts matériels sont extrêmes. Infrastructures, routes, habitations, tout est dégradé. Le réseau électrique est endommagé, 85% des foyers sont privés d'électricité. À Mayotte, c'est EDM, Électricité de Mayotte, qui s'occupe du réseau. Mais très vite, le gestionnaire sollicite l'aide de ses homologues. Les équipes de la FIR d'Enedis, la Force d'intervention rapide électricité, sont prêtes à quitter la métropole pour aider le gestionnaire mahorais. On est le samedi 14 décembre au soir, je regarde la télé comme ça, je regarde les infos un peu en continu et je vois les images de Mayotte. La situation est catastrophique, apocalyptique. Et je suis scotché par l'ampleur des dégâts. Philippe Siguré travaille chez Enedis depuis 25 ans, notamment à la direction technique. Je comprends que c'est vraiment une catastrophe qui est arrivée. Je me dis, c'est peut-être le moment d'y aller, de se porter volontaire. Il y a forcément besoin de faire quelque chose, soit en cellule de crise à Paris, soit carrément à Mayotte. Et donc je mets un SMS au patron de la cellule de crise pour lui dire que je suis disponible. Si Philippe Siguré se manifeste aussi vite, c'est que l'ampleur du cyclone est gigantesque, le genre d'événement qu'on ne voit jamais en France métropolitaine. Quand on a des vents qui sont déjà à 120, 130, 140, on sait très bien qu'on va avoir des très gros dégâts sur le réseau. Donc 250, quand j'entends ce chiffre, je me dis mais ça doit être cataclysmique ce qui se passe là-bas. Et le peu d'images que je vois, de destruction même de la végétation, des arbres, etc., me montre que oui, il s'est vraiment passé un drame là-bas. Les secours découvrent peu à peu la situation sur le terrain, mais l'inquiétude est immense. J'ai vu des images arriver sur mon iPhone qui étaient absolument hallucinantes. Pierre Lemerle est directeur des opérations chez SEI, Système énergétique insulaire, une entité d'EDF qui s'occupe des réseaux électriques hors territoire métropolitain. Les premières images de la catastrophe le marquent. On voyait un paysage de désolation. Donc là, j'ai compris que ce ne serait pas comme un cyclone qu'on a l'habitude de traiter. On a une habitude certaine, effectivement, à traiter des tempêtes tropicales ou des cyclones. Là, on changeait de monde. Pierre Lemerle se concerte avec la direction de crise d'Enedis. Partout, les équipes se mobilisent pour soutenir leur homologue mahorais. Dès l'alerte cyclonique de ce type d'événement, je préviens Enedis sur le fait que on va sortir du normal et qu'il va certainement falloir prémobiliser très rapidement, sans savoir vraiment combien, quand. Et la solidarité d'ailleurs sur Chido dans la gestion complète de l'événement était totale, puisqu'on a eu évidemment Enedis, RTE, Strasbourg Électricité Réseau et d'autres entreprises locales de distribution. Côté Enedis, la direction informe Philippe Siguré. Il partira très vite pour Mayotte et sera à la tête de la première cohorte. Je pense qu'en 5 minutes, c'était plié. Donc là, je me retourne et je dis à ma femme, au fait, je me suis porté volontaire. Donc je ne serai sans doute pas là à Noël. Philippe Siguré se prépare à partir. On comprend qu'a priori, c'est un stop à la Réunion. On sera 48 en tout à monter dans les avions et à être ce premier détachement. Et quand je dis 48, en fait, au départ, on part à 3. Parce que, précisément, contrairement au FIR normal, on ne sait pas très bien où on va. Et donc on s'envole ensemble avec pour mission faire en sorte, dans un minimum de temps, de réunir les conditions nécessaires et suffisantes pour que les gens puissent être accueillis dans de bonnes conditions et aller travailler dans de bonnes conditions.
Charge à eux de préparer le terrain pour l'équipe restante de 45 personnes, composée de techniciens et chefs d'équipe. Parmi eux, Cédric Casmirzak, chef d'agence Enedis dans l'Oise. Après un échange au sein de ma famille quand même, je me suis porté volontaire sans savoir si ça allait vraiment aboutir. Et puis finalement, 2 jours après, j'étais dans l'avion pour Mayotte. La préparation est différente d'une FIR pour la métropole. Lorsqu'on part en métropole, on part avec nos véhicules, qui sont équipés, on part avec nos effets personnels, nos tenues, et on ne se pose pas de questions concernant le climat. Lorsqu'on part à 8000 km dans une île où c'est l'été, il faut prendre ce qu'il faut en vêtements adaptés. Donc on va à l'essentiel et on définit ensemble ce qui va être vraiment nécessaire sur place. Kevin Facchinetti, technicien Enedis basé à l'agence d'Arcueil, se joint à la première cohorte. Lui et ses collègues emportent avec eux dans l'avion tout ce qu'ils jugent utile pour travailler sur place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je suis allé, j'ai dit je suis intéressé et que ma hiérarchie m'a dit que c'était possible. Le lendemain, on commençait à préparer le matériel et 2 jours après, on est parti, quoi. Donc on a eu une journée en gros pour préparer le matériel. On a fait des caisses et des caisses de matériel, des kilos et des kilos. On décolle de l'île de la Réunion. Il fait beau, il y a du soleil. C'est une ambiance un peu estivale. On monte dans les avions de la sécurité civile. Et puis ensuite, on arrive sur l'île de Mayotte. Et là, il pleut en fait. Il pleut, il fait sombre. Donc on atterrit à l'aéroport de Mayotte, sur Petite Terre. Et puis on descend sur le tarmac. Et là, on change complètement d'ambiance. On voit autour de nous les dégâts. La tour de contrôle qu'on avait pu voir aux infos à la télé qui est complètement détruite. On a des débris un peu partout. On a une ambiance militaire. Il y a des gendarmes qui sont déployés sur l'ensemble du tarmac qui nous accueillent. Il y a des militaires aussi à l'entrée de l'aéroport. Et puis il pleut, donc on est vite détrempé. On a aussi ce bruit sourd, en fait. Il ne se passe pas grand-chose sur place, il y a peu d'activité. Et on entend juste 2 ouvriers en train de travailler sur la tour de contrôle et on entend les bruits du marteau pour replacer quelques tôles afin de remettre en service cette tour de contrôle. Parmi les premiers techniciens d'Enedis déployés sur place, on retrouve donc Kevin Facchinetti. La première impression qu'on a eue déjà, il y a le bus qui vient nous chercher, le toit il est arraché, on voit des dégâts quoi, et on voit des bateaux sur là où il devrait pas y être. Moi j'ai vu des panneaux avec des grosses barres en fer pliées à 90 degrés. On se rend compte qu'il y a eu un sacré coup de vent quoi. 1 an avant, Kevin Facchinetti était en Bretagne pour intervenir après le passage de la tempête Ciarán. La différence entre Mayotte et par exemple Ciarán, c'est que sur des FIR, on va dire classiques, on est dispatché dans des hôtels, c'est bien organisé aussi. Mais la différence, elle est là quoi, elle est on va dire dans le confort. Quand la première cohorte d'Enedis parvient à rejoindre Mayotte, les agents sont logés dans une sorte de campement militaire installé par la FARN, la Force d'Action Rapide du Nucléaire, entité d'EDF. Pierre Lemerle nous explique. Ils étaient déjà intervenus sur Maria en 2017, sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et là, on est très rapidement allé les voir pour leur demander un soutien et pour installer une base vie sur la centrale de Longoni pour héberger environ une centaine d'agents en renfort et assurer gîtes, couverts, nourriture. Là, c'est exceptionnel. On sortait du raid de la gestion courante d'une crise. C'était la 2e fois qu'on allait jusqu'à installer
une base vie, puis 2, puis 3, puis 4, puisqu'on est monté jusqu'à 5 bases vie sur le territoire de Mayotte. Donc la première étant la plus grosse, à la centrale de Longoni. Et donc là, on était vraiment sur des moyens très exceptionnels. Il a fallu qu'on envoie énormément de choses pour installer cette base vie avec l'aide de nos collègues de la Réunion. Donc de l'électroménager, il faut vraiment assurer des conditions quand même correctes pour que les gens puissent se reposer, se restaurer et dormir dans des conditions décentes. Dans ce type de crise, devant l'ampleur des dégâts et l'ampleur de la tâche à accomplir, il ne faut pas négliger la logistique. De quoi ont besoin les équipes sur place, comment les approvisionner, par quels moyens de transport. C'est justement le quotidien de la responsable de la plateforme logistique de Riom, à côté de Clermont-Ferrand, chez Enedis, Alexandra Gauthier. Elle s'engage pour rejoindre la FIR de Mayotte et pilotera pendant plusieurs semaines l'aspect approvisionnement et logistique, mais cette fois-ci depuis la Réunion. Alors la logistique, c'est important et c'est souvent transparent, c'est souvent invisible. On voit toujours ceux qui montent au poteau, ceux qui réparent. Mais si ils n'ont pas de quoi dormir, s'ils n'ont pas de douche, s'ils n'ont pas à manger, s'ils n'ont pas à boire, s'ils n'ont pas les camions, s'ils n'ont pas le matériel pour travailler avec, je parle des échelles ou des harnais ou etc. Ou s'ils n'ont pas le matériel du réseau à mettre, eh ben ils peuvent pas le faire. Et donc tout ça, c'est la logistique qui le fait. Et la situation, elle bouge. Elle bougeait même de minute en minute. Finalement, j'ai besoin de ça. Ben non, j'ai besoin de ça. Comment on fait pour l'approvisionner? Comment on fait pour l'avoir? Sans oublier qu'il fallait pas. On était en période cyclonique sur la Réunion et on pouvait pas déshabiller la Réunion du matériel parce que si un cyclone arrivait, et c'est ce qui s'est passé un petit peu après, si un cyclone arrivait sur la Réunion à ce moment-là, eh ben la Réunion, ils avaient plus de matériel, ils avaient plus de groupes électrogènes, donc on pouvait pas complètement transférer. Et ça a été jusqu'à faire venir des nacelles. On a fait venir des nacelles par des gros avions militaires depuis la métropole pour qu'ils puissent travailler. Pendant qu'ils arrivaient, on faisait partir ceux de la Réunion, mais il fallait que la Réunion soit sûre de récupérer des nacelles aussi pour travailler. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est comme une partition de musique. Il faut qu'on travaille ensemble et c'est tout le travail de coordination et c'est ça la logistique. Pour cette FIR exceptionnelle, plus de 100 km de câbles seront livrés, ainsi que plus de 100 tonnes de matériel. En tant que chef de cohorte, c'est à Philippe Siguré que revient la lourde tâche de l'organisation globale. On a une mission, on a des moyens pas complètement déterminés et on ne sait pas complètement où on met les pieds. Donc en fait le boulot, je m'en rendrai compte petit à petit, c'est pas tant de rétablir l'électricité, ce qu'on va faire pour autant, mais c'est de poser le dispositif utile pour les suivants. Faire en sorte que les gros moyens qui arriveront après, notamment alors non seulement les moyens humains, puisque nous on est un petit effectif par rapport à ce qui arrivera après. Et donc en fait finalement notre mission, moi quand j'essaye de définir notre mission dans les tout premiers jours, donc c'est donc à la fois évidemment de faire en sorte que l'électricité revienne le plus vite dans les points prioritaires qu'on va nous désigner, mais aussi de faire en sorte de proposer quelque chose de robuste et de bien construit pour les suivants. Kevin Fakinetti, technicien Enedis, évoque la difficulté de travailler sous les températures mahoraises. En fait, à 9h du matin, il faisait déjà 25 degrés et ça allait pas pour me déplaire, j'adore la chaleur. Parfois à 13h, il faisait 39-40 degrés. Mais si ce n'était que ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'humidité. Et puis il faut savoir que quand on travaille sous tension, on a des équipements. Donc ce qui veut dire une double couche, une veste fermée, un casque, visière, des gants. On peut vite faire chaud, quoi. Il n'y a pas que la température qui est complexe à gérer. Philippe Siguré. On n'a pas de nacelle au démarrage, donc on va devoir tout faire a priori à l'échelle, sauf qu'on constate qu'on n'en a pas non plus. Donc les gars vont devoir monter au poteau, on demande est-ce que tout le monde a la condition pour le faire. Le réseau est haché menu, il n'y a plus de branchement, il n'y a plus rien. Et puis les rues sont assez inaccessibles. On ne sait pas très bien quel va être l'impact du travail. Donc en fait, on établit des points avec les managers de ces détachements, on discute un peu avec eux. On a fait essentiellement de l'aérien, c'est-à-dire les câbles qui sont en hauteur. Kevin Fakinetti. Il faut savoir que les câbles là-bas, ils sont très propres, c'est des réseaux que je dirais neufs. Ces câbles-là, ils sont tombés à cause du vent. Il faut savoir que les attaches de ces câbles-là, elles sont faites pour lâcher au bout d'un certain moment, pour pas que ce soit les poteaux qui se cassent. Donc en fait, ils tombent, mais c'est plutôt plus ou moins prévu. Donc nous, notre travail, c'est de remonter tout le réseau. Et bien sûr, quand ils tombent, ça arrache les branchements des maisons. Donc faut qu'on refasse aussi les branchements des maisons.
Le problème, c'est que entre le temps que nous on intervienne, les voitures elles passent quand même, ça abîme les câbles, donc il y a beaucoup de bouts de réseau qu'on a dû retirer, remplacer. Par contre, ce qu'on avait pris au cas où, c'est ce qu'on appelle des grimpettes. C'est ce qui nous permet de monter. C'est en fait, il y a des grimpettes bois, les grimpettes béton. Les grimpettes bois, c'est des petits arcs de cercle qu'on met comme des chaussures, mais des bouts de fer en arc de cercle avec des pics. Et on vient se planter dans le bois et on monte comme ça. Et le béton, c'est pareil, sauf que c'est pas des pics, c'est un autre système pour que ça s'accroche dans le béton et qu'on puisse monter et redescendre en sécurité. Et puis petit à petit, en fait, jour après jour, on avait de plus en plus de matériel. Alors, le premier jour, on avait 2 nacelles, deuxième jour, on avait 3 nacelles, quatrième jour, on avait 4 nacelles. Après, on a commencé à pouvoir bien répartir le boulot et puis bien avancer. Chaque matériel à apporter sur l'île demande une grande organisation dont témoigne Alexandra Gauthier. C'est-à-dire qu'en bateau, il faut imaginer, entre La Réunion et Mayotte, c'est 1500 km. En bateau, en temps normal, c'est 10 jours pour pouvoir traverser, 5 jours de traversée, plus le temps des douanes, etc. Et en avion, c'était 2h30 en vols commerciaux, 3h30 en vols militaires, mais vous ne pouviez pas envoyer tout ce que vous vouliez. Donc il fallait vraiment prioriser les besoins en termes d'approvisionnement, puis après en termes de matériel. Sur le côté professionnel, ce que je retiens, c'est l'aventure humaine en fait. Cédric Kasmirczak. Nous étions 48 sur place, il y avait une belle cohésion. On s'est tous entraidés. On a travaillé avec beaucoup de bon sens, en s'écoutant les uns et les autres, en veillant sur les uns et les autres. J'ai trouvé que cette ambiance, elle s'est vite créée et ça nous a permis de vivre très bien cette aventure malgré toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Tous les manques en termes de ce qui est nécessaire à la vie courante, matériel. Et malgré tout ça, on s'adaptait et ce bon sens collectif a fait que c'était une superbe aventure humaine. On essayait aussi de rendre un petit peu plus chaleureux certains jours, notamment le 24 et 25 décembre, ainsi que le 31 et le 1er janvier. Puisqu'on était loin de nos familles et puis c'était un peu différent de ce qu'on pouvait vivre habituellement. Le 31 décembre, on a aménagé le camp. On a réalisé une grande tablée au milieu du camp de manière à tous se réunir. Alors, on avait tous dans nos bagages un petit peu de provisions de métropole, des chips ou des cacahuètes, quelque chose qui semble assez classique par chez nous. Là-bas, ce jour-là, c'était énorme. Et ce petit plus, le 31, a marqué le coup et malgré tout, on était tous là à fêter un petit peu ce 31, malgré la fatigue. Nous étions tous réunis et c'était quand même un moment un peu différent des autres jours. Une fois la première cohorte partie, plusieurs se sont relayés. Pierre Lemerle. C'est 1 mois et demi de gestion de crise et de travaux de réalimentation intensifs avec donc les agents d'Enedis, les agents de CI, des entreprises prestataires, les agents de la FARN. Donc on a mobilisé plus de 350 personnes au plus fort de la crise. Et donc on a envoyé toute une série de cohortes pour des durées globalement moyennes de 3 semaines. Chaque interaction avec la population mahoraise est l'occasion de se souvenir de l'importance de cette mission. On a des gens qui sont toujours heureux au-delà de ce qu'on peut imaginer dans nos métiers habituels. Philippe Siguré. Les gens sont là, ils applaudissent. On a des gamins, il y a beaucoup d'enfants. Et il y a des gamins qui viennent spontanément, se manifestent, chantent, dansent. Tout le monde veut se faire prendre en photo, etc. Enfin, il y a une spontanéité de la relation qui était touchante. À titre personnel, je me dis que j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance d'y aller. Parce que je pense que des histoires comme ça, on n'en vit pas 12 dans sa vie. Je pense que dans de longues années, on se verra encore entre anciens de la première cohorte parce qu'on a vraiment vécu quelque chose. C'est tout le paradoxe des catastrophes. C'est-à-dire qu'on est dans un champ de ruines et de malheur. Il y a quand même des gens qui ont
tout perdu, y compris la vie de leurs proches, etc. Enfin, c'est indicible. Et en même temps, c'est dans ces conditions-là que naissent des choses, justement dans cette dureté, etc., qui durent. On était vraiment dans le vrai de la relation, de l'engagement. Pour moi, c'est cette chance que je retiens. On parle souvent de l'ADN de l'entreprise. Moi, je pense qu'on l'a vu au microscope, l'ADN. Vous venez d'écouter Tempête, un podcast d'Enedis, produit et réalisé par Slate for Brands.